Bonjour à tous, je me présente, je suis Christophe Tétard, j'ai 47 ans. Je suis chef d'entreprise depuis 11 ans maintenant. J'étais ambulancier dans les années 90. Et donc, mon cheval, un de mes chevaux de bataille, c'est le mieux-être donc des collaborateurs dans une entreprise et notamment dans les ambulances. Donc, on va faire un petit sommaire. Donc, on va définir ce que ça veut dire mieux-être ou bien-être. J'ai modifié un peu le bien en mieux parce que c'est toujours une vue de l'esprit et le ressenti entre les différents collaborateurs peut être différent. Donc je trouvais que c'était plus judicieux de mettre mieux. On va faire les axes favorisant cette démarche. L'intérêt des collaborateurs, les patients et l'entreprise pour que ce soit sur une tripartie. Ensuite, et puis la conclusion, voilà, quelque chose de simple, j'espère, parce que je parle souvent beaucoup, donc je suis chronométré, donc je vais faire attention. Donc pour présenter un peu donc la définition, qu'est-ce que le bien-être au travail? Bon, voilà, j'ai récupéré une définition sur l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est un état d'esprit dynamique caractérisé par une harmonie satisfaisante entre les aptitudes, les besoins, les aspirations du travailleur, d'une part, et les contraintes et les possibilités du milieu de travail, d'autre part. Donc à partir de là, étant salarié pendant à peu près une vingtaine d'années dans les ambulances privées, cette expérience m'a permis de rester toujours dans l'optique d'un collaborateur et d'avoir la vision des deux côtés pour essayer d'améliorer les choses au quotidien, parce que le travail, c'est quand même une grande partie de notre vie. Et donc, on devrait pouvoir s'épanouir. Et je pense qu'à un moment donné aussi, les mentalités ont changé un peu entre les générations, où peut-être à mon époque, on était plus dans la recherche financière, peut-être à faire des heures supplémentaires en, en majorité. Aujourd'hui, on constate qu'il y a quand même une part de vie privée qui prend beaucoup d'importance dans les collaborateurs et aussi une sorte de recherche d'épanouissement personnel. Donc à partir de ces constats-là, on a essayé de mettre des choses en place dans l'entreprise. Alors ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Donc concrètement, donc voilà, c'est pour revenir, hein, se sentir bien au travail. Alors pour passer à la suite, je remets un petit diapo à support. Voilà. Donc c'est ce que je disais. Hein, donc aujourd'hui, on a fait des études comme quoi la partie familiale, on le voit bien avec les congés paternité. L'ancienne, je veux dire l'ancienne génération comme moi, la old school, je vais faire ça, prendre un congé de paternité, c'était peut-être pas pour nous quelque chose de pertinent. Et aujourd'hui, on sent que c'est vraiment une démarche importante. Donc ça, il faut déjà nous, en tant que chef d'entreprise, qu'on puisse se projeter et puis comprendre pourquoi il y a ce besoin. Et à partir de là, on peut se dire, bah voilà, les gens ont changé leur fusil d'épaule entre guillemets, donc il faut vraiment qu'on s'adapte pour que tout le monde puisse se sentir plus ou moins bien dans l'entreprise. Alors, donc voilà, c'est ce que je disais, hein, c'est plus vraiment un gagne-pain, c'est aussi voilà, un vecteur d'épanouissement, donc on doit essayer de le faire. Ensuite, donc pour revenir à la situation, donc je vais vite faire un petit brief de mon parcours. Donc voilà, j'ai commencé en 1993 en ambulancier, après j'ai été dans l'armée en tant que chasseur alpin. Je suis revenu dans l'ambulance, j'ai passé mon diplôme de capacité de certification d'ambulancier. Ensuite, j'ai travaillé dans les entreprises privées, une petite structure, une grosse structure. Après, j'ai tout arrêté en 2002. J'ai repris mes études pour faire une licence STAPS en éducation motricité. Après, j'ai arrêté le STAPS, j'ai repris les ambulances pendant 2 ans en tant que responsable d'exploitation. Ensuite, je suis reparti pour finir ma carrière de sportif en préparateur physique à Dijon. Et puis après, j'ai travaillé à Decathlon comme responsable univers, qui a été une très bonne école justement où les collaborateurs sont vraiment pris en considération, un accompagnement. Donc c'était très 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 intéressant. Je me suis aussi exilé par ma profession annexe de professeur de sport de combat, souvent au Canada. Et ils ont une philosophie aussi particulière dans les entreprises. Donc tout ça, ça a été des ingrédients pour faire ma sauce quand j'ai pris mon indépendance. Donc voilà, puis on s'est mis avec mon épouse en chef d'entreprise depuis 2009. Et je l'ai sortie de son contexte de confort où elle était secrétaire dans un centre de contrôle technique automobile qui avait rien à voir avec mon métier. Et je l'ai parachuté un samedi matin, voilà, notre première dialyse ensemble à 4 heures. Et puis on est parti comme ça. Voilà, la découverte, elle connaissait pas du tout ce monde. Donc
Voilà, on a commencé, on était avec 2 ambulances de VSL en 2009, puis après on a augmenté un petit peu comme on pouvait. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 10 ambulances et 10 VSL sur 3 sites différents. Voilà. Et donc, voilà, Gravelines, Warmouth et Capelle-la-Grande. Voilà, ça c'est pour situer un peu notre situation, ouais, forcément. On a fait un nouveau bâtiment en 2017, en juin 2017, sur le site de Capelle. Alors, vous voyez, comme les photos peuvent l'indiquer, j'ai fait un espace un peu spatial pour casser un peu la routine de l'entreprise classique. Donc, on a fait des décors un peu. Alors, aujourd'hui, c'est spatial. Peut-être demain, ce sera autre chose. Harry Potter, ou peu importe. Voilà. On a notre centre de réglation. Il y a un espace, vous allez voir, de convivialité avec les réunions. Il y a un espace détente. Voilà. C'est vraiment axé sur ça. Et puis, voilà, le centre, c'est vraiment l'équipe. Hein. Donc, on a pris en considération le respect, donc la considération, l'esprit d'équipe, donner du sens à leur mission quotidienne, la confiance. Et à partir de là, on a essayé d'intégrer des briques qui permettent d'échanger, en fait. Donc là, sur le respect, ben, ce qui est important, comme je viens du sport, je me suis dit, ce qui est important, c'est bien de clarifier les règles. Parce que souvent, on a un métier où la législation, elle est pas super explicite. Des fois, c'est un peu particulier, puis chacun l'interprète à sa manière, et un peu, ça donne un peu tout et n'importe quoi dans nos entreprises. On le sait très bien, les modes de fonctionnement sont très différents d'une petite structure à une moyenne structure, à une grosse structure. Donc, je me suis dit, ce qui est intéressant, ce serait à chaque fois que j'ai racheté une entreprise, et j'ai toujours fait une réunion en représentant les règles qu'on allait mettre en place. Qui sont pas fixes, qu'elles sont évolutives en fonction de ce que ce que l'équipe elle ressent, ce qu'elle nous fait remonter comme information. Donc aujourd'hui, on a mis des réunions tous les mois avec des référents sur chaque site et chaque personne, chaque collaborateur a la possibilité de remonter des informations, des idées, des projets, des incompréhensions et on essaie toujours d'apporter des solutions ou des explications, en tout cas ces interrogations, qu'on laisse pas le collaborateur tout seul sans en effet de la frustration, de la compréhension, la part affective qui est très importante dans le jugement. Souvent, comme à l'école, si on se fait quand il y a une remarque qui se fait, bah souvent on dit bah c'est parce qu'il m'aime pas. Et en fait, il faut qu'on dépasse ces clichés en disant non non, si on fait une remarque, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Et pour évoluer la situation, il faut qu'on déjà on la remarque cette remarque et c'est important qu'on l'accepte, qu'on montre des choses intéressantes et surtout qu'on trouve des solutions pour que ça se reproduise. Donc voilà. Donc c'est vraiment poser les cadres, les règles avec une justice. Hein, ça c'est très important. Souvent, je pense que notre éducation par rapport à l'école où les enfants, ce qu'ils aiment, c'est la justice. Et souvent, l'injustice entraîne beaucoup d'énergie négative et ça peut aller à des conflits, alors que si on avait mis une règle qui est compréhensible par tous et acceptée par tous, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc voilà, la considération aussi. Alors là, c'est assez intéressant parce que je suis dans les entretiens individuels avec mes collaborateurs et les premières choses qui rentrent sur les points positifs de l'entreprise, c'est le matériel. Ça, c'est vraiment quasiment à 98%. Les collaborateurs, ce qu'ils aiment, c'est le matériel qu'on a mis en place pour eux. Donc notamment les brancards Striker automatisés. On en a 7 sur 10 parce que c'est des gros volumes. Donc c'est vraiment une facilité de travail tous les jours. Hein. Il y a plus à porter, donc c'est vraiment pour éviter les maladies professionnelles, etc. Donc on essaie vraiment de prendre en soin leur santé. On a mis en place aussi, notamment avec le Covid, même si on a porté le projet au ministère de la Santé, on a mis des plexiglas pour diviser les VSL en 4 parties, pour protéger déjà l'ambulancier et protéger les patients qui sont à l'arrière. Donc on essaie vraiment, on a mis des protocoles suite aux désinfections avec une machine MobiWash. Voilà, on essaie vraiment de mettre tout ça en avant pour que l'ambulancier se sente en sécurité avant toute chose. Notamment lors de la première pandémie où j'avais averti l'ARS, comme on n'avait pas de matériel, j'avais dit voilà, nous on a mis du stock, on sera limité forcément à un moment donné puisqu'on n'a plus la possibilité de se reproduire au niveau matériel. Donc j'avais dit à mon équipe, si le jour où il n'y a plus d'équipement, combinaison, lunettes, masque FFP2, on fait plus de Covid. C'était vraiment la première pandémie, donc on savait pas où on allait, on sait pas ce que c'était ce virus, et surtout on était un peu dans le flou parce que
des aides, on n'en a pas eu beaucoup en rapidité en fait. Ça s'est fait un petit peu après, mais nous les ambulanciers, on était vraiment au chevet du patient, on était vraiment au contact direct. Et ça, la population l'a très bien compris. C'était très intéressant aussi parce que j'ai essayé d'intervenir un peu partout sur les radios pour sensibiliser la population s'ils avaient des combinaisons ou masques à nous prêter. Et souvent le matin, ils nous déposaient des colis. C'était extraordinaire cette solidarité. Mon équipe a vraiment fait front. On a fait une réunion de crise et puis en fait ça s'est super bien passé. Et en fait ça a été la récompense, je pense, de cette considération d'ambulancier depuis quelques années qu'on a mis toutes ces choses en place. Donc c'était alors c'était pas très positif ce virus, mais cette crise a vraiment montré les valeurs qu'on a pu développer au sein de l'entreprise. Voilà. Donc pareil, on a mis un planning à l'avance avec, on essaie de maintenir 4 jours semaine. En fait, toutes des choses qui permettent que le collaborateur a une vie sociale et une vie professionnelle. Et que pallier les deux, donc souvent ils sont à 4 jours semaine, ils ont 3 jours pour pouvoir profiter de leur famille, faire leur activité, etc. Donc ça c'est intéressant. On leur a dédié aussi un espace zen de détente avec fauteuil automassant, une salle de fitness avec des appareils qui sont adaptés pour chaque personnes, en disant entre les moins sportifs et les plus sportifs, et un espace ludique avec baby-foot, tennis de table, salle de badminton, basket, etc. Donc voilà. Ensuite, l'esprit d'équipe, on organise chaque année des Olympiades. Où on fait des team building, on a été faire du Coseo, laser game, etc. On fait aussi des journées challenge et ça c'est vraiment très intéressant. Souvent on fait ça un dimanche. Alors voilà, c'est au volontariat, il n'y a rien d'obligatoire, et puis on fait ça bon enfant. Il y a des épreuves un peu plus pour les sportifs, un peu de jeu d'adresse, un peu de questions, c'est vraiment très très intéressant. Puis on mange ensemble après et ça crée vraiment beaucoup de liens. On passe un excellent moment. Bon, malheureusement avec le Covid c'est un peu particulier en ce moment, mais lors des entretiens individuels il y a ce manque en fait. C'était un rituel qu'on a fait longtemps. Ensuite, donner du sens aux missions, c'est remettre l'ambulancier avec ses priorités, ses capacités, ses connaissances, que souvent on n'est pas au courant du potentiel d'un ambulancier, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il a le droit de faire. Ah bon, ils font du SAMU, ils font des urgences, et ça c'est encore très méconnu de la population. Même si le Covid nous a permis de ressortir un peu de tout ça, et c'est quand même assez positif, si on peut parler comme ça. Donc, ce que j'ai mis en place, on a mis un livret d'accueil pour les nouveaux qui arrivent, et puis replacer vraiment le geste technique, l'urgence, etc. Donc, on a mis des formations internes ici. Tous les mois, nos ambulanciers sont recyclés. Donc sur des thèmes différents, sur des scénarios qu'on a pu vivre lors de prise en charge de patients ou de missions SAMU. Donc ça, on travaille beaucoup sur les gestes techniques, sur la pratique, mais aussi sur la mise à nouveau des connaissances, ce qui nous permet aussi parce qu'on brasse les 3 sites en même temps, donc ça fait que les gens se connaissent différemment et puis il y a une confiance qui s'installe. Donc ça c'est assez pertinent et intéressant. Et ensuite on a créé des différents postes parce que aussi ce qui se passe dans les métiers ambulanciers, c'est soit auxiliaire, après c'est quoi, c'est DEA. S'il y a un peu de chance, on peut faire régulateur, mais ça reste très limité dans la perspective d'avenir, dans l'évolution du métier. Donc nous, on a essayé de réfléchir avec ça, et puis on a essayé de mettre des postes référents de sites. On a mis des référents matériels, on a mis des référents brancard, tracker, parce que ça demande toujours un peu d'entretien. On a essayé de... Alors, c'est de l'investissement, mais les gens ils s'engagent et puis ça les valorise et puis ça leur donne une nouvelle mission, des nouveaux projets, donc c'est assez intéressant. Et ensuite on a donc la confiance, d'accord, qui est basée sur une prime d'objectifs qui a été fait par les DP, les délégués du personnel, ainsi que les référents. Donc, c'est-à-dire que chaque année, on définit le taux de présence, forcément, pas d'accident, tout ce qui fait que ça se passe bien, et si ça se passe bien, en fonction du chiffre d'affaires qu'on a réussi à avoir, on dédie une prime. Comme là, on avait une forte injustice, du sentiment d'injustice quand les gens ils ont pu avoir la prime Covid. En fait, et tout le monde parlait des infirmières, très bien, aides-soignants, tous ceux qui étaient au front, et puis les oubliés
cette vague, ça a quand même été les ambulanciers. Et on entendait que tout le monde aurait le droit à une prime, sauf les ambulanciers, quoi, une partie. Donc nous, en tant que chef d'entreprise, on était un peu en panique parce qu'on est passé de 200 missions au jour à 30, 40 missions. Donc c'était une catastrophe, on savait pas où en aller. Donc on a dû réagir très très vite. On a essayé de faire ce qu'on pouvait avec le chômage partiel, et il y avait de l'inquiétude de l'équipe, etc. Mais voilà, on s'est dit à un moment donné avec mon épouse, il faut qu'on fasse quelque chose parce que si l'État n'est pas capable de le faire, nous on va le faire. Et donc on leur a donné une prime pour le Covid en fait, pour dire que voilà, ils étaient sur les fronts, ils n'ont pas eu peur, ils ont été vraiment courageux, et c'était notre façon de les récompenser, voilà, oui, et remonter la confiance qu'on avait en eux et puis l'estime qu'on avait en eux. Et ensuite, cette grille, après la grille d'objectifs à l'année, ça permet aussi d'être juste. C'est-à-dire comme toutes les règles sont posées, et il n'y a pas de contentieux, comme je venais tout à l'heure, on dire il m'aime ou il m'aime pas, machin et tout. C'est voilà. Après, il peut y avoir des contestations. Voilà, il y a toute une démarche qui fait qu'il y a un contrôle qualité qui est fait, etc. Et puis, généralement à 95%, ça se passe très très bien parce que les gens ils comprennent comme pourquoi ils ont eu plus ou moins, et puis voilà, tout va bien. On parle aussi beaucoup de chiffres. Alors ça, c'est l'école un peu comme Decathlon ou à l'école canadienne, c'est-à-dire que voilà, faut rien cacher. Il faut être, moi, je suis en toute transparence. Voilà, il faut expliquer les choses. C'est pas parce qu'on fait un chiffre d'affaires que ça correspond à une somme. Souvent, les gens ils confondent chiffre d'affaires, rentabilité, etc. Et donc, je pense que c'est très intéressant et pertinent de leur expliquer. Alors, après, ça, c'est ma vision des choses, ma vision de l'entreprise. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, je suis satisfait du résultat. Donc, à partir de là, on instaure vraiment un climat de confiance. Donc voilà, en gros, ce qu'on a mis en place. Ce qu'on peut encore dire sur le... Alors, tout à l'heure, je parlais du livret d'accueil, hein, donc ça réexplique toutes les règles de l'entreprise. Donc, le nouveau qui arrive, il a au moins un support qui peut s'appuyer, parce que à chaque fois, l'interprétation, la communication, elle peut être différée, ou elle peut être mal comprise ou mal interprétée. Là, au moins, il y a un support qui est fait. Voilà, respecter les règles de droit. Alors ça aussi c'est important, la loi elle est faite, donc de temps en temps, alors ça peut être une mauvaise interprétation. Dans ce cas-là, moi je sais que j'avais commis des erreurs au départ parce que l'interprétation, moi quand j'étais salarié, ça se faisait toujours comme ça, parce que dans l'entreprise c'était comme ça, donc moi j'ai fait un copier-coller de ce que j'avais vécu, et en fait on se rend compte que non, c'est pas vraiment l'interprétation. Donc moi ça me dérange aucunement de revenir en arrière et de remettre les choses à plat pour qu'elles soient vraiment le plus juste possible. Donc ça c'est aussi intéressant. Donc ça aussi, hein, donc l'entretien individuel, c'est pas une perte de temps. Tous les chefs d'entreprise qui s'y m'écoutent, je vous assure que c'est très riche. C'est un moment privilégié avec l'équipe. On apprend plein de choses, mais euh, très 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 positif, c'est-à-dire du ressenti. Des fois, moi, je serais plus basé, par exemple, sur les points positifs de l'entreprise dans l'entretien, et moi, j'aurais plus mis les primes en avant. Et en fait, c'est pas du tout ça qui ressort en premier, c'est vraiment le matériel. Donc, ce décalage nous permet de toujours revenir un peu au centre et de mieux se comprendre. En fait, la communication est très importante. Euh, Ensuite aussi, il y a l'accompagnement. Regardez, je sais qu'il y a des personnes qui ont par exemple une dyslexie dans notre entreprise. Quand on fait des questions pour un champion, on en a mis 2 par an. Donc, c'est sur les connaissances qu'ils ont, les gestes techniques, etc. Et je prends en considération cette différence. Et donc ça les rassure parce que on les considère vraiment avec leur personnalité. Et c'est vraiment très intéressant aussi. Ensuite, voilà, c'est ce que je disais, le code de travail, il est gros, des fois il est difficile à adapter ou à comprendre, mais bon, il faut que la règle soit là, et puis il faut la respecter. Et comme ça donne de la crédibilité autant au capitaine du navire qu'à l'équipage. En fait, voilà, on sait que la position elle est ferme, définitive. Alors après, bien sûr, on peut toujours en discuter, mais voilà, au moins la ligne directrice est mise en place. Donc en fait, voilà, c'est un peu les photos qu'on a mis. Vous voyez, on a mis un espace zen avec fauteuil automassant, une petite fontaine, le brancard striker. Et ça, il y a une certaine fierté à le montrer. Alors oui, ça a un coût. Alors c'est ce que je dis toujours aux chefs d'entreprise quand je fais des réunions sur le bien-être. On me demande toujours est-ce que l'investissement est à hauteur de nos exigences ou de nos espérances? Alors jamais, parce que je suis un insatisfait, et c'est pour ça qu'on avance toujours, mais c'est jamais satisfaisant parce qu'on aimerait toujours que ce soit le plus haut possible. Pourtant, c'est pas la réalité, mais moi je dis toujours si c'est 10%, 15%, 20%, c'est gagné.
parce que ça draine de l'énergie positive. Alors, on est toujours critiquable parce que l'interprétation d'une situation, l'affectif vient toujours en compte, mais le fait de communiquer beaucoup, ça évite vraiment beaucoup de conflits, et on se rend compte qu'en fait, bah, ça partait mal, mais en fait, il y avait rien, quoi. C'était vraiment bénin, mais le fait de pouvoir en discuter calmement et puis posément, ça se passe bien. Alors, il y a aussi le fait qu'on a mis en place aussi du reporting. Donc fin de semaine, ils font un petit reporting sur mon mail, et puis ils me disent bah, si ça s'est bien passé, ou ils ont des difficultés, il manque des brancards, le centre de dialyse, il y a toujours du retard, etc. Donc moi je suis client un peu des informations, on en parle aussi en référent, puis voilà, je leur dis voilà, il y a vraiment des choses qui vont pas, par exemple à l'hôpital, il manque du brancard. Voilà, j'ai eu une réunion avec l'hôpital, on a discuté de ça, donc voilà. Ça veut dire que ce qu'ils vont faire remonter comme information, c'est pris en considération, et ils voient que derrière ça agit. C'est pas juste des paroles en l'air, il y a du concret. Alors maintenant, après, tant que l'hôpital se met en action, etc., il y a toujours du temps, parce qu'ils ont aussi des process à respecter. Mais en fait, la considération, elle est vraiment là. Et à l'inverse, quand ils ont rien à mettre, bah, souvent ils mettent voilà, tout va bien, passez de bonnes semaines. Donc positif comme négatif, comme ressenti, voilà, ça permet de débriefer, et puis surtout qu'en ce moment avec le Covid, on se voit moins physiquement, donc je dirais, ce qui peine un peu la communication. Donc on est obligé de trouver aujourd'hui des nouvelles façons de faire, comme la visioconférence. C'est pas super humain, mais bon, c'est un moyen quand même de communiquer. Donc voilà. Donc c'est vraiment important de prendre en considération leur vie, parce qu'on dit souvent que la vie privée s'arrête au travail ou l'inverse, mais on sait très bien que c'est pas comme ça. On reste des êtres humains avec nos sentiments, et c'est très difficile de laisser ses problèmes dans ses baskets à l'entrée de l'entreprise. Donc je pense que alors c'est pas de l'intrusion hein, privée, mais voilà, il faut avoir une écoute. Lors d'entretiens individuels, c'est ça aussi qui ressort. En disant, bah, c'est ça, forcément, j'ai des difficultés. Et en exprimant ces difficultés, on comprend mieux le comportement qu'il a pu avoir pendant un certain moment, et lui dire, voilà, bah, je peux t'aider dans les moyens que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, voilà. Comme je dis toujours, on n'a pas de boule de cristal, donc il faut qu'on communique encore beaucoup là-dessus. Ensuite, bah, la sécurité, c'est vraiment quelque chose qui sort très important, et c'est notre premier rôle de chef d'entreprise d'assumer la sécurité de notre équipe. Et donc ça, il faut pas y déroger, que ce soit sur l'entretien des véhicules, que ce soit sur les équipements, que ce soit voilà, surtout notamment aujourd'hui avec le Covid, ça prend tout son sens. Donc voilà. Comme je disais tout à l'heure, le lieu de vie, c'est important. Il passe quand même du temps dans l'entreprise, donc on a essayé de faire quelque chose de différent. Après, ça vaut ce que ça vaut. Euh, Après, il y a aussi l'équipe administrative. Donc, on a, bah, quand même, vous voyez, je travaille debout. Je travaille jamais assis. Ils ont des bureaux qui montent, qui descendent. Voilà, c'est un peu, on les fait un peu voyager. Là, on va à Central Park, à New York. Surtout aujourd'hui, on peut plus prendre l'avion. Donc, voilà, ça permet de faire ça. Donc, voilà, c'est toutes les petites choses qui font que, autant les secrétaires. Donc, ça, c'est notre salle de sport, salle de fitness. D'accord? C'est ce qu'on a mis en place. Euh, donc, pour revenir, voilà. Donc, c'est un, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est comme dans la vie de tous les jours, une vie familiale, il y a les on-dit, les déformations des propos, etc., la jalousie, bah, on va dire les tragédies grecques qu'on peut avoir dans l'Antiquité, bah, on les retrouve aujourd'hui au sein d'entreprises. Et donc, il faut toujours essayer d'avoir un œil attentif et désamorcer ces situations qui parfois prennent des proportions assez importantes. Alors donc il faut être à l'affût de tout ça. Il faut vraiment avoir voilà une écoute juste, et il faut savoir dire les choses. Je sais que là, récemment, pour les formations internes, on a dû couper par rapport au Covid parce qu'on ne pouvait pas se réunir. Donc là, on respecte le protocole sanitaire, on a repris les formations. Il y avait vraiment une attente de ça, parce que ça les rassure vraiment de pratiquer des gestes techniques qui, tous les jours, on voit pas. Mais quand c'est pas bien, il faut savoir leur dire, voilà, attention, il y a un problème quelque part, donc il faut qu'on le résolve. L'idée, c'est vraiment de leur dire, voilà, on est au point A, il faut qu'on aille au point B, et ce qui m'intéresse, c'est l'évolution. Voilà. Si c'est pour rester au point A, il faut leur dire, bah là, c'est pas possible. Alors après, on m'a posé la question souvent, c'est que j'avais beaucoup de turnover dans l'entreprise. Je dirais oui, des fois, comme tout le monde, j'ai du turnover parce que malgré tout ce qu'on peut proposer, bah, des fois, ça correspond pas aux valeurs des personnes, ni à, ou alors on a beau proposer tout ce qu'on veut, il y a parfois des gens qui sont irréductibles et ils veulent pas changer leur position. Voilà, moi je suis un salarié, toi tu es un patron, et c'est l'opposition.
Donc, on a connu une période assez difficile là-dessus il y a quelques années, puis on a réussi, en mettant beaucoup de communication, à dire voilà, c'est pas parce qu'on se correspond pas l'un et l'autre qu'il faut qu'on devienne ennemis. Donc, à un moment donné, ça a permis de désamorcer pas mal de situations, en disant voilà, si ça correspond pas, et je le comprends tout à fait, ben, il faut partir de façon digne, et puis on se connaît tous entre les chefs d'entreprise, donc c'est mieux de partir proprement. Et puis voilà, quand on se passe un coup de téléphone, bah oui, voilà, on s'entendait plus parce que la méthode de travail ne correspondait pas à ses attentes, ou l'inverse. Et puis voilà, et puis il va pouvoir s'épanouir ailleurs. Donc c'est ça vraiment important. Et c'est pas comme c'est parfois difficile parce que des fois c'est des bons éléments qui partent quand même. Donc on se pose sur les questions, on se remet en question à chaque fois. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Le manque de communication. Souvent on voit que c'est un manque de communication. En fait, c'est des gens on a oublié, mais comme on se dit, bah, ils font très bien leur travail, on porte moins d'attention à ces personnes et en fait, ils ont un besoin réel d'écoute en fait. Et donc ça, il faut le prendre aussi. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, les formations, ça c'est très important. On a mis quelques photos, hein, voilà, même les journées au niveau des Olympiades, et ben on fait même du massage cardiaque, ce qui permet de même les secrétaires ou la dame de service le fait aussi. Ça permet de faire vraiment partie de l'équipe, qu'on soit ambulancier, auxiliaire, DEA, secrétaire, régulateur ou dame de service. Et ben il y a vraiment cette cohésion d'esprit d'équipe. Voilà. Après on fait de la pétanque aussi. Voilà, il y a le baby foot. Ça génère vraiment beaucoup d'énergie positive. Même ça demande beaucoup de préparation, mais voilà, le résultat est quand même très très intéressant. Ensuite, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, voilà, ça fait longtemps que je les prépare à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vivre certainement un virage, j'espère, où on va devoir se situer. Est-ce qu'on est plus ambulancier ou plus transporteur sanitaire? On voit bien que dans le langage commun, surtout avec nos administrateurs, ils sont plus dans le transporteur sanitaire et pas ambulancier. Et ça mérite. Parce qu'en fait, ça enlève toute la connotation très intéressante de notre métier, c'est-à-dire ambulancier, c'est vraiment notre rôle principal, même si c'est du véhicule sanitaire léger, même si c'est d'accompagnement, on a quand même cette partie urgence, notamment avec le SAMU qui de plus en plus nous sollicite, et il faut qu'on reste performant, tant sur notre prise en charge du patient que sur nos connaissances, nos gestes techniques. Donc c'est pour ça que et ça va créer, je pense, de la vocation. Aujourd'hui, le problème aussi, il y a beaucoup de gens, c'est un secteur qui embauche. Et donc, il faut se poser des questions. Pourquoi on n'a pas autant de candidatures et pourquoi on a un turnover aussi important? Je pense, bon, c'est toujours lié à la rémunération aussi, mais surtout au statut de reconnaissance des ambulanciers qui est très peu reconnu, très peu mis en avant. On voit bien sur C8, on voit, alors j'ai rien contre les autres institutions, au lieu de travailler ensemble, mais on voit qu'on essaie de nous opposer. C8, c'est toujours les pompiers. Il n'y a jamais un reportage sur les ambulanciers, sauf pour nous dire arnaque à la Sécu, voilà. Mais il n'y a pas eu d'évolution, alors qu'aujourd'hui tout est télétransmis, c'est très difficile. Je dis pas qu'il n'y en a pas, c'est comme dans tout corps de métier. Mais ça, on en souffre beaucoup, et les ambulanciers aussi. Souvent, ils sont traités de chauffeurs, de tout, mais sauf d'ambulanciers. Et donc, c'est difficile pour eux de vivre ça au quotidien, l'ayant vécu pendant des années. Même la considération par rapport aux médecins ou aux secrétaires qui nous considèrent vraiment comme des transporteurs, voilà. Tout le monde pourrait faire ça, Uber, quoi, en gros, voilà, tout le monde peut faire ça. Donc, j'ai sensibilisé vraiment à mettre en avant les choses parce que on fait des réunions, notamment on a fait une réunion pour les 10 ans de l'entreprise en 2019. Et j'ai fait un petit quiz sous forme de code de la route. Et on a invité des secrétaires, des hôpitaux, des infirmières, des aides-soignantes, des médecins. Et voilà, c'est très intéressant. Ce petit quiz de code de la route, voilà, une ambulance avec un gyrophare, petit A, il va chercher ses enfants à l'école parce qu'il est en retard. Petit B, il est en mission SAMU. Petit C, voilà, même des trucs très très gros en fait. Et on se rend compte que les gens, ils ont cliqué quand même pas mal de fois sur, ils vont chercher les enfants à l'école parce qu'ils sont en retard. Donc, on se dit, même en 2019 à l'époque, on se dit, il y a quand même un gros problème de vision de notre profession. Et donc là, forcément, ça peut que aussi ne pas attirer des vocations.
Parce que voilà, ah bon, vous faites des urgences. Alors pareil, est-ce qu'un ambulancier pratique le massage cardiaque? Bah, il savait pas trop dire oui ou non. Enfin, c'était vraiment bon, ça fait peur, mais c'était intéressant. Donc après, on a recommuniqué là-dessus. J'ai remis les chiffres et puis après, au niveau, il y avait des médecins. Oui, de toute façon, les ambulanciers, vous, de toute façon, c'est 400 € l'ambulance. Enfin, des clichés. Non, non, docteur, c'est 55 € tarif, voilà, forfaitaire. Donc et- à la limite de dire que j'étais un menteur, vous voyez, parce que tellement que les clichés étaient vraiment imprégnés fortement pour les personnes, et c'est nos prescripteurs. C'est-à-dire que quand j'ai dit au docteur, bah oui, mais pourquoi vous avez demandé une ambulance? Ah, parce que la personne en VSL, elle marche, elle a 90 ans, mais elle a son déambulateur. Ok, certes, on peut prendre le fauteuil roulant du service au véhicule, notamment le VSL, mais arrivé au domicile, s'il y a un escalier, mon ambulancier le prend sur le dos. Et donc, voilà, on se rend compte qu'en fait, comme ils connaissent pas notre métier, ils se rendent pas compte de l'extérieur, en fait. Et donc, on essaye. Donc, l'idée aussi de l'équipe, c'est comme ils se sont soutenus, je pense, c'est ce qui ressort des entretiens individuels où moi, je me bataille très fortement pour les mettre en avant. Donc, ce soutien leur permet d'être valeureux, quoi. Ouais, un peu comme le coq, ouais, un peu mieux bomber le torse que de baisser la tête et puis faire sans derrière. Mais je leur dis attention, euh, il faut pas qu'on soit coiffé au poteau, il faut qu'on soit performant dans ce qu'on fait, qu'on soit très professionnel. Donc voilà, c'est vraiment les valeurs de l'entreprise qu'on a essayé de mettre en place depuis 12 ans, avec des erreurs, hein, comme tout le monde. Mais je pense que moi, en tant que je suis vraiment satisfait du résultat. Par rapport à la réputation qu'on a pu avoir. Alors les ambulanciers en retard, oui, ça a toujours été notre problématique, mais quand on reçoit des félicitations, des prises en charge de patients, notamment on a su récupérer une dame qui a désaturé et puis qui a sombré en arrêt, bah voilà, je dis toujours à mes ambulanciers, si on a fait 20 ans ce métier, mais on a réussi à sauver une vie, on a gagné toute, voilà. Donc tout ça, il faut vraiment le mettre en avant. Après, comme je leur dis toujours, moi j'aimerais faire plus pour mes ambulanciers. Le seul facteur limitant, forcément, c'est le financier. Le financier est vraiment très important. On a une revalorisation là juste là au mois de mars, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'on peut mettre en avant. Il y a des choses vraiment à revoir dans le fond de fonctionnement et pour créer de la vocation, parce que forcément on est obligé de payer des gardes de nuit départementales. C'est une catastrophe, hein, vous le savez, et les gens on les paye pas correctement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on remédie. On peut pas prôner de la vocation si derrière, on voit bien aujourd'hui, hein, il y a des désertifications même au milieu hospitalier parce que par rapport à l'investissement personnel, par rapport aux études, etc., ben, ça colle pas en fait. Et donc les gens, à un moment donné, on est tous pareils, on a besoin de financier pour sa vie privée, pour pouvoir s'épanouir. Donc il faut vraiment avoir cette corrélation. Nous, on donne la possibilité avec les différents Olympiades de la grille d'objectifs de pouvoir faire mieux, mais ça reste toujours du bonus. C'est pas quelque chose de vraiment concret, donc ça attire moins la vocation aussi, parce qu'il faut, voilà, il y a la vie privée, il y a les conditions de travail, il y a aussi le salaire. Hein, ça, on est tous pareils. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? C'était très intéressant. Il y avait une étude sur au niveau de la Suisse qui a mis en avant aussi ce ce turnover qu'on peut avoir dans les ambulanciers. Donc les paramédics en Suisse, c'est entre 3 et 4 ans d'études. Nous, c'est 6 mois. Donc on voit la différence. Et en fait, on a quasiment les mêmes proportions. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il faut que 20% d'urgence et 6% ou 7% d'urgence vitale. Et le reste, c'est beaucoup d'accompagnement, des personnes qui sont alcoolisées, des personnes qui sont en détresse, des personnes vraiment un aspect psychologique, on va dire, et qui est pas assez développé dans nos formations. Et en fait, on se rend compte qu'entre 6 et 3 à 4 mois, alors bien sûr, ils ont plus de gestes techniques que nous, et c'est pas ça que je veux dire, mais on se rend compte que dans le fond, c'est quasiment la même profession. Et ils ont autant de turnover, alors que les gens, ils ont investi quand même 3 à 4 ans d'études, ce qui n'est pas négligeable quand même, c'est une vocation quand même. Quand on fait un bac plus 4 ou 3, on se dit, bah voilà, c'est pour toute ta vie, et on se rend compte qu'ils ont à peu près le même turnover que nous. Alors ça, c'était assez intéressant pour dire, bah voilà, malgré la différence de formation, malgré la différence de fonctionnement, eh ben, l'ambulancier reste quasiment le même partout. Et notamment l'accompagnement de personnes en détresse, soit les personnes dialysées, les personnes âgées, les personnes isolées. Moi, je sais que souvent, je sensibilise mon équipe en disant, voilà, on juge pas, on essaie de, voilà, on fait notre métier, on ne sait pas si on peut pas, ça peut pas nous arriver à nous, et considérez toujours que votre patient, c'est comme si c'était votre maman ou votre papa, quoi. Il faut le bichonner. Alors,
à 80, il y a des gens, on pourra jamais, mais voilà, ça reste toujours de l'exceptionnel. Mais il faut vraiment, cette photo, elle est très intéressante où on voit bien que, voilà, c'était avant le Covid quand même, je le précise, mais voilà, vous voyez, c'est deux mains, c'est pas une petite main qui prend la main d'ambulancier, c'est les deux mains, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de détresse et ce geste-là, ça n'a pas de prix non plus. Et ben, donc tout ce que j'explose là depuis tout à l'heure, donc le mieux-être, c'est ça, en fait, c'est tous ces éléments qui font que bah, la reconnaissance, les règles, l'accompagnement, l'explication, le dialogue nous permet ici, en tout cas, je pense. Après, c'est toujours délicat, mais je pense parce que au front, pour le Covid, la première, moi, j'ai eu une personne absente sur les 3 mois. Moi, il y avait tous mes chefs d'entreprise à côté. On discutait, ils avaient 8, 10, 12 absents. Moi, j'en avais qu'un. Il l'avait attrapé juste avant. Donc, comment le confinement. Donc, ça a été, voilà, c'était incroyable. C'était incroyable. Donc, c'est vraiment le ressource investissement. On se dit, bah, je l'ai eu là pour la population. Voilà, c'était vraiment, vraiment ça. Alors c'est difficile, hein, je parle beaucoup, mais comme il n'y a pas d'interaction, c'est assez difficile. J'ai souvent tendance à réagir aux questions ou aux émotions. Là, voilà, bon, je parle devant un écran, mais bah, voilà, ça change un petit peu. Donc j'espère que ça vous a plu ou convaincu de. Alors ça, c'est ce que moi j'ai mis en place. Après, il y a certainement plein de choses à faire en plus, mais je vous assure que ça vaut le coup. Euh, et je dirais même le matériel, hein, si vous avez quelque chose à investir, vous voyez, dans le retour, c'est ça qui est intéressant au niveau statistique, c'est vraiment dans le matériel de tous les jours que l'ambulancier peut utiliser, notamment le brancard. Voilà, ça c'est vraiment, alors ça coûte cher. Ça c'est sûr, c'est un investissement. Je dis toujours, voilà, une ambulance traditionnelle, on va dire à 40 000 euros. Les ambulances avec le brancard Striker, ça peut vite monter à 100 000 euros. Alors, si on parle en tant que puriste de chef d'entreprise, où on doit faire fonctionner l'entreprise, forcément, le delta de 60 000 euros pour le compenser, il est énorme. C'est-à-dire on doit vraiment faire le double, voire un peu plus, pour rentabiliser juste l'ambulance. Et il n'y a pas de, vous voyez, un petit volume ou un gros volume, il n'y a pas de différence au niveau de tarification. Donc ça valorise pas non plus l'envie aux chefs d'entreprise des fois d'investir dans des gros volumes pour faire de l'urgence. Il y a un décalage par rapport à ça. Et donc ça aussi, il faudrait travailler. Mais voilà, les tenues sont importantes, l'image est importante. Si on est bien dans ses baskets, je dis toujours, on est bien dans sa tête, donc on va être très avenant aux patients. Et j'insiste beaucoup sur la tripartie, c'est-à-dire que je leur dis toujours, si vous êtes bien dans l'entreprise, vous allez être bien avec votre patient. Si le patient est bien pris en charge, il se sent considéré, il va nous reprendre. S'il nous reprend, l'entreprise va fonctionner. Et si l'entreprise fonctionne, eh ben, on va pouvoir vous investir dans du matériel ou faire autre chose. Oui, c'est vraiment la tripartie que j'essaie vraiment de mettre en avant. Et on se rend compte que bah, voilà, ça, ça met du temps, mais une fois que la machine est en route, ça prend tout son sens. Voilà, bah, je vais regarder si j'ai pas une petite diapo en plus. Ouais, j'avais dit la confiance, hein, ça c'est important. Bien évaluer les critères, donner plus d'autonomie, hein, ça aussi c'est. Alors, pareil, l'autonomie, souvent on me dit à moi, bah alors tes appels d'offres, ça donne quoi? Bah, c'est pas moi qui m'en occupe. Voilà. J'ai mon référent qui s'en occupe, très très bien. Ça lui fait du boulot, il a des challenges. En plus, il adore ça. Et puis, c'est sa fierté de me montrer qu'il a réussi à gagner autant d'argent sur un produit parce qu'il a réussi à négocier. Et ça, voilà, ça prend tout son sens aussi. Et puis, donc, je lui fais confiance et il le sait. Donc, voilà, il y a une cohésion en fait. Hein, donc, chacun son rôle. Donc, moi, à chaque fois, on me dit, bah alors, je sais pas. Tant que voilà, on me dit que c'est ok, moi, je fais facilement confiance aux personnes. Après, voilà. Donc établir les règles, comme j'avais dit, ça c'est très important, dialogue, voilà, on en revient toujours au même. Et ensuite, c'est ce que j'ai expliqué, la tripartie. C'est le petit schéma que voilà, on peut faire. Donc voilà ce que je dis, hein, considération, sensation, transparence, règle procédure, l'ambulancier, bah, il est motivé, prise en charge du patient, empathie, attentionné. Le patient, bah, il revient chez nous, donc il donne une bonne réputation. Notre chiffre d'affaires, il va bien. Et à partir de là, on peut redévelopper, on peut réinvestir le matériel et redonner aux ambulanciers. Voilà, c'est un cycle, je pense, qui devrait bah, être dupliqué sur chaque entreprise, où l'humain doit rester vraiment au centre de notre préoccupation. Même si parfois c'est fatigant parce que mais ça fait partie de notre métier. C'est-à-dire que c'est une équipe avec
une vision différente. Alors nous, on est à peu près 60, c'est 60 visions différentes, c'est 60 interprétations différentes, c'est 60 vies différentes. Et ben, nous, on va essayer de trouver un juste milieu, un équilibre pour que tout le monde puisse au moins s'y sentir bien. Voilà. Donc, voilà ce que je disais, du rapport intitulé Mieux-être au travail, objectif et vecteur de performance socio-économique de l'association, on rappelle que l'une des conclusions majeures de l'analyse, People and Profit, rassemblant 80 études sur le sujet, 89% des études établissent un lien positif entre la performance sociale et la performance financière des entreprises. Les sociétés sont plus performantes lorsque les salariés s'y sentent bien. Il faut surtout continuer d'avancer sur ce sujet qui me paraît essentiel pour le bien-être de tous. Voilà, c'est que les prémices, hein, voilà. Cependant, une partie des collaborateurs semble ne pas être concernée par rapport à cette évolution majeure du travail, tant sur le plan de la sécurité que de la santé et du bien-être en général. Alors ça aussi, c'est des choses qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire c'est des réfractaires. On dit souvent que le français, le gaulois, il est assez réfractaire sur les changements, l'évolution. Et j'en ai rencontré justement il n'y a pas longtemps, quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui travaille pour nous depuis longtemps, qui était pas forcément convaincu de l'utilité de mettre la ceinture à 3 points sur les brancards. Donc heureusement, j'avais une vidéo quand j'avais été chez Striker où ils avaient fait des études et des crashs avec un patient sur brancard sans ceinture, ceinture 2 points, ceinture 3 points. Voilà, pendant l'entretien, on a vu la vidéo. Là, je pense qu'il est convaincu de la mettre. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc je dis toujours, la patience, l'envie de continuer et la remise en question doivent faire partie de nos objectifs en tant que responsables. Et même si parfois le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances, notre persévérance fera la différence. C'est ce qu'on essaie de mettre en avant. Voilà, j'ai terminé. Voilà, si vous avez éventuellement des questions, bah, vous pouvez contacter. Donc c'est les ambulances Tétard. Vous laissez un message à ma secrétaire. Voilà, je peux répondre à vos différentes questions, même sur mail ou peu importe. N'importe quel support, je serai disponible si je peux. Voilà, bah, je vous souhaite à tous un bon salon, un peu particulier. Quoi dire d'autre? Nous, je prends 2 petites secondes pour dire que bah il y a 2 ans, on a fondé juste après le Secours Expo, le dernier qui était physique. On s'est réunis avec quelques chefs d'entreprise et on s'est mis autour d'une table pour essayer de créer une nouvelle fédération un peu plus portée sur l'urgence. Voilà. Et c'est très intéressant parce que souvent on peut se sentir seul. Et puis là, on rencontre des gens justement au travers de ces salons qui sont assez intéressants. Et ça nous permet vraiment d'échanger et puis trouver en fait des lignes communes ensemble. Et on a avancé sur quelques projets. Et le message, c'est au lieu de se diviser et d'être la guerre entre pas mal de personnes ou d'opposition d'idées, ce qui serait bien, c'est faire un consensus de bonnes idées, au moins les meilleures, et puis faire avancer pas à pas notre profession vers un avenir meilleur. Voilà la conclusion. Merci beaucoup, Monsieur Tétard, de votre intervention. Donc, je vais me présenter. Je suis le docteur Spinal, médecin du travail depuis 1996. Depuis 2014, j'exerce en tant que médecin du travail dans un service spécifique du bâtiment et travaux publics. Je souhaiterais porter à la connaissance du public un rapport qui me paraît très intéressant pour avoir un peu plus des idées claires. Malheureusement, dans les années 2000, comme vous le savez, puisque ça avait fait l'objet de nombreux articles et de nombreux reportages à la télévision, l'entreprise France Télécom a connu dans les années 2000 une, ouvrez les guillemets, vague de suicides, fermez les guillemets, et le ministère du Travail, à l'époque mené par Xavier Bertrand, a sollicité une trentaine de chercheurs sur la thématique suivante. Dans les publications internationales, que ce soit dans les publications européennes ou extra-européennes, si il y a un lien éventuel entre les organisations du travail et les relations au travail et les problèmes de santé. Tapez dans votre moteur de recherche, vous verrez rapport Pollack et O2LAC. Il est resté dans l'histoire comme le premier monsieur qui est maintenant à la retraite, qui travaillait en tant que statisticien à l'INSEE. Les chercheurs sont d'horizons très divers. Ils ne sont pas forcément du monde médical, ils peuvent être aussi du monde des sciences sociales, quelles que soient les sciences sociales, et des statisticiens, en l'occurrence Monsieur Pollack en particulier.
est sorti de ce rapport GOLAC donc, en 2011, donc voilà, en temps, effectivement, la littérature internationale avait bien décrit qu'il y avait des liens entre les organisations du travail et les relations de travail et la santé. Or, ils ont été assez pédagogiques et ont mis en évidence dans la littérature internationale 6 familles de risques. À l'époque, on parlait encore de risques sociaux et on était déjà sur les risques en lien avec l'organisation du travail. Cette première famille de risques, ils l'ont nommée les exigences du travail. Ça veut dire les exigences du travail sur le plan international. Ce qui a été mis en évidence, c'est que le rythme de travail, les objectifs de travail, les normes qualité de travail, la nécessité ou pas d'être polyvalent, des instructions qui peuvent être contradictoires, qui peuvent être perturbatrices, exigences de compétences supérieures à celles possédées par les salariés, un travail qui est impréparé, une insuffisance de temps pour exécuter correctement son travail, le retard de fournisseurs, et puis sur le plan individuel, le sentiment d'être débordé, le sentiment d'insuffisance de moyens disponibles, moduler son investissement au travail, enfin, des choses à la fois purement, ouvrez les guillemets, travail et purement individuelles. Et en termes d'organisation du travail, les exigences du travail sont aussi le travail de nuit, le travail posté, les horaires atypiques, des horaires qui entravent la vie sociale pour ceux et aussi donc tout ce qui concerne l'ambiance matérielle de travail. Les exigences de travail, cette première famille de risques, a quelles conséquences en termes de santé décrites dans la littérature? La première conséquence, qui n'est pas forcément évidente, la conséquence sur nos muscles, nos articulations et nos tendons. On a l'habitude d'appeler les troubles musculo-squelettiques, ce vocable étant assez différent selon les pays, c'est assez spécifique de notre pays, puisque dans d'autres pays, vous pouvez avoir le terme de maladie d'hypersollicitation. Les troubles musculo-squelettiques, je vous le rappelle, historiquement, en fait, ont explosé il y a une quarantaine d'années dans le monde du travail, que ce soit en France ou dans les autres pays de l'Union européenne. En ce qui concerne les données statistiques que nous avons, ce sont des données essentiellement donc, de préparation. Il y a les données statistiques Caisse nationale d'assurance maladie, branche accident du travail, maladie professionnelle, c'est-à-dire ce qu'il est d'appeler la sinistralité, le nombre d'accidents du travail, leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles. Les maladies professionnelles, en ce qui concerne les troubles, l'objet de quelques tableaux, sachant que à ce jour, il y a une centaine de tableaux de maladies professionnelles dans le code de la sécurité sociale. Il y a en particulier le tableau numéro 57, qui est donc un tableau qui répare à la fois les tendinites des épaules, les tendinites du coude, les tendinites du poignet, le syndrome du canal carpien, c'est-à-dire la compression d'un nerf qui s'appelle le nerf médian au niveau d'un tunnel qui se trouve être au niveau du poignet, les tendinites de genou, les tendinites d'Achille, et aussi donc en termes d'activité du travail, tout ce qu'on appelle les lumbagos, c'est-à-dire les douleurs brutales dans le bas du corps. Comment est expliqué sur le plan des mécanismes d'action que des exigences du travail aboutissent à des inflammations, des phénomènes inflammatoires au niveau à la fois des tendons, des muscles. Je vous rappelle par exemple que les muscles trapèzes supérieurs au niveau de notre cou peuvent, en lien avec notre travail, et alors un des mécanismes d'action qui est
hypothèse, hein, puisqu'il n'y a pas eu d'expérimentation humaine, c'est de dire la chose suivante. Notre cerveau n'est pas inactif par rapport à son environnement, que ce soit son familial ou son environnement de travail. Ces exigences du travail que je vous ai décrites précédemment seraient à l'origine d'une réponse inappropriée de notre cerveau, qui est la suivante. Sentant que la mise en danger de son corps d'être débutée, notre cerveau va déclencher des signaux qui vont aboutir à la production de substances inflammatoires. Substances inflammatoires, selon les individus, pouvant se déposer sur un tendon, faisant le vont se déposer sur un canal comme le canal carpien, ou pouvant se déposer entre deux vertèbres face d'un disque, c'est-à-dire l'amortisseur entre nos deux vertèbres. Voilà comment est expliqué le lien entre une situation d'exigence du travail et une conséquence donc inflammatoire à la fois sur les muscles et les articulations. La seconde conséquence, qui est elle aussi en termes de mécanisme d'action, s'appelle les maladies cardiovasculaires. Alors, entendons par maladie cardiovasculaire l'hypertension artérielle et fréquence, mais c'est aussi tous les phénomènes qui arrivent à boucher les artères, que ce soit les artères de notre cœur, l'infarcte, que ce soit les artères, on parle alors d'accident vasculaire, ou que ce soit des artères, par exemple, on peut aussi boucher une artère qui nourrit notre estomac, nos intestins, etc. Bien compliqué, infarctus mésentérique. Quel phénomène pour expliquer quel mécanisme d'action? Pendant très longtemps, on a considéré qu'une artère se bouchait par rapport à un phénomène qu'on appelle l'athérogénèse, c'est-à-dire la mise en place très progressive au sein de l'artère d'une plaque, mais à la fois de graisse, c'est le mauvais cholestérol, et de substances qui coagulent, donc, et à un excès de production de facteurs. Plus récemment, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre mécanisme d'action. On revient sur le mécanisme inflammatoire. De la même façon que est expliqué les conséquences en termes de tendinite, en termes de du disque vertébral, eh bien, il semblerait que les mécanismes inflammatoires sont à l'origine des conséquences des exigences du travail pour nos artères. Alors, pour votre information, en France, il existe depuis 2012 plus de 200 000 assurés sociaux qui ont accepté tous les ans, voire tous les 6 mois, de répondre à un questionnaire sur leurs conditions de vie en général, leur santé, et dans le même temps, tous les 5 ans, se rendre dans leur questionnaire d'assurance maladie pour faire un examen de santé tous les ans. C'est ce qu'on appelle l'enquête de cohorte constante. CONSTANCES. Enquête de cohorte de constance est donc une base de données énorme en termes d'indicateurs à la fois professionnels et d'indicateurs de santé. En 2019, il y a donc une publication qui a montré qu'il y avait un excès statistiquement significatif d'accidents vasculaires cérébraux vis-à-vis d'un temps de travail supérieur ou égal à 10 heures par jour. Alors, ça avait été déjà publié en 2015 dans une enquête européenne, mais qui n'a pas inclus. Concernant la deuxième famille dit psychosociaux de risques organisationnels,
Ils ont appelé ça les exigences émotionnelles. Qu'est-ce qu'ils entendent par exigences émotionnelles? Essentiellement, les relations et tensions avec le public. Il peut être n'importe quel, hein, ça peut être client malveillant, ça peut être de la coordination, ça peut être un Pôle emploi, etc. Dans son travail, la nécessité de devoir calmer des gens, d'être en contact avec des personnes détresse. Et c'est aussi les métiers commerciaux où il est inconcevable de montrer ses émotions. Donc, par exemple, pour citer un métier exemplaire, on n'envisage pas qu'une hôtesse de l'air puisse, elle doit avoir le sourire, évidemment. Donc, d'autre part, c'est aussi des émotions qui sont factices. Ça rejoint ce que je viens de vous dire. Et puis, dans les exigences émotionnelles, ce qu'ils décrivent aussi, ce sont les nécessités de faire face à la peur et à maîtriser celle-ci. Alors, j'ai oublié une des exigences du travail et des exigences émotionnelles, mais c'est tellement médiatisé, puis on avait parlé. Évidemment, l'autre effet sur la santé, c'est sur la santé mentale. Donc, dans la littérature, 3 maladies qui sont bien décrites comme des conséquences des risques liés à l'organisation du travail et au travail, qui sont la dépression, qui sont l'anxiété généralisée et qui sont l'état de stress post-traumatique. Juste un petit point sur l'état de stress post-traumatique. Cet état de stress post-traumatique a été décrit la première fois par les médecins militaires qui voyaient les soldats de la Première Guerre mondiale revenir dans des situations de troubles de troubles de mémoire, de dépersonnalisation, de ne plus être la même. Et en fait, malheureusement, l'actualité des attentats nous a rappelé ce que c'était que des états de stress post-traumatique, mais on peut voir ça aussi dans le monde. En ce qui concerne donc les troisièmes familles de risques dits le rapport de Black décrit l'autonomie et la marge de manœuvre. Alors, en fait, pour être positif, plus on a d'autonomie et plus on a de marge de manœuvre pour effectuer l'objectif du travail, moins on va avoir des effets sur la santé vasculaire, sur la santé mentale et sur la santé ostéo. En ce qui concerne la quatrième famille de risques, c'est ce qu'ils ont nommé les rapports sociaux et les relations de travail. Alors là, c'est très vaste, ça peut être de travail, ça peut être concurrence excessive entre collègues, ça peut être l'absence de soutien des collègues en cas de difficulté ou l'absence de soutien de la hiérarchie en cas de difficultés diverses. Ça peut être aussi un système d'organisation du travail de contrôle très strict, être donc défaut d'apprentissage par ses collègues ou son supérieur hiérarchique, déni de la réalité du travail par ça peut aussi être considéré comme insuffisante, être aussi l'absence de perspective. Pour essayer d'avancer un peu plus, parce que je sais que le temps est compté, bien, il y a aussi donc une cinquième famille de risques, qu'on nommait les conflits de valeurs. Alors, les conflits de valeurs, ou encore appelés conflits éthiques, c'est plusieurs choses. Ça peut être le devoir de faire de que l'on désapprouve par rapport à ce qui nous paraît être alors positif. Je vais donner un exemple qui n'est pas actuellement, mais je discute avec des collègues du secteur bancaire. C'est par exemple votre conseiller bancaire qui vous vend un produit financier qui sait verrouiller. Et donc, on lui demande,
parce que c'est la semaine de ce produit financier. Et ça, c'est ce qu'on appelle les conflits de valeurs. C'est aussi considérer qu'on fait un travail de très mauvaise qualité. Aussi, ce qui a pu être vu lors du premier confinement de 2020, enfin, en tout cas, était très médiatisé, c'est le sentiment d'inutilité de son travail. Ça peut aller jusqu'à un sentiment de honte, d'avoir accepté dans son travail de nuire à autrui. Les facteurs psychosociaux décrits par Colac, ont appelé l'insécurité socio-économique de l'entreprise. Vu la situation que nous connaissons depuis plus d'un an, je ne vais pas beaucoup le dire, mais vous comprenez bien que la mauvaise santé économique de l'entreprise, l'insécurité relative à l'entreprise, les changements incessants et incompréhensibles d'organisation du travail, peur de perdre ou de devoir. Et ça peut avoir des conséquences sur la santé à la fois mentale et la santé cardiovasculaire. Alors, il y a aussi dans ce thème quelque chose qui est moins évident, c'est ce qu'ils ont appelé la non-soutenabilité du travail. Qu'est-ce que veut dire par là? Eh bien, vous avez 45 ans, vous êtes donc dans une condition de travail, vous pensez pouvoir gérer, et vous vous projetez 10 ans plus tard, c'est-à-dire à 55 ans, et vous avez cette peur de ne pas avoir la capacité à faire le même travail jusqu'au bout. Depuis 2011, c'est rajouté dans la littérature comme facteur de risque organisationnel et d'usage d'appeler la justice organisationnelle, c'est-à-dire l'assentiment que, oui, l'organisation du travail, la répartition des tâches, la reconnaissance à la fois par les collègues et par la hiérarchie, la reconnaissance salariale, mais que ce soit aussi la reconnaissance de la beauté de son travail, c'est-à-dire reconnu par les professionnels, eh bien, on n'a plus les moyens et on a le sentiment d'injustice organisationnelle. Voilà ce dont je voulais vous parler. Ça a l'air très très théorique, mais lorsque je présente ce qu'on appelle une fiche d'entreprise, c'est-à-dire un document de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail composée du travail de l'infirmière et des intervenants médico-professionnels, lorsque je présente ça dans les entreprises, ça parle très très vite puisque les gens évidemment se conclure. Je pense que tant effectivement et de bien-être au travail, mais je pense qu'il est important de parler du travail tout court. Pouvoir avoir des espaces dans le travail de délibération sur d'accord, on est d'accord pour faire un travail de qualité, mais on n'a pas la même vision de la qualité. Comment faire pour que des collectifs de travail en désaccord sur qu'est-ce que la qualité de travail puissent néanmoins travailler ensemble, puissent néanmoins réaliser des objectifs sans qu'il y ait des effets graves. Je vous remercie de votre attention.